Bonjour à tous, Anne Solène, donc je suis en effet, bénévole à Repère, depuis quelques années. J'ai un parcours en protection de l'enfance avec un placement, assez tardif et un parcours, essentiellement, enfin uniquement en lieu collectif, donc en foyer jeunes travailleurs. Et puis pour, avoir une idée complète de qui je suis et d'où je parle, je suis aussi, travailleuse sociale puisque je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé en maison d'enfants à caractère social pendant 11 ans, et maintenant je travaille dans une association, qui met en place des parrainages pour des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs. Comme disait Léo, la question de l'accès aux droits et de l'effectivité, des droits des enfants et des jeunes, pour nous, elle est cruciale. Elle s'est vraiment, imposée, au fur et à mesure des années et des situations d'entraide qu'on a eu, à accompagner avec Repère. Et c'est vraiment la base et le levier principal, et extrêmement puissant, du bien-être des jeunes, de leur insertion, et de toute action, qu'on peut mener, en protection de l'enfance ou, auprès de jeunes sous main de justice. Et ce dont on fait le constat, malheureux chaque jour, à Repère, c'est qu'en protection de l'enfance, les droits ne sont pas respectés, par les institutions et par les pouvoirs publics, qui sont censés, protéger les jeunes, et qui surtout s'en prévalent très régulièrement, notamment un certain jour de novembre que vous devez connaître à peu près tous. Heu, Ces droits, ils sont aussi parfois méconnus, par les professionnels qui accompagnent les jeunes au quotidien. Hem Et ça, on le voit sur plusieurs thématiques et j'y reviendrai après. Et surtout, les droits sont complètement inaudibles, quand on arrive à l'étage des jeunes et des enfants. Les enfants ne connaissent pas leurs droits, ils n'y ont pas accès. Hem, il y a peu de volonté, publique, politique, mais au sens, démocratique du terme, de leur donner accès à ces droits et encore moins leur donner un recours effectif. On entend beaucoup parler des besoins fondamentaux de l'enfant, et c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Mais la question de l'accès aux droits, c'est quelque chose qui est, dans l'angle mort complet, de la protection de l'enfance et c'est un vrai sujet, problématique. Nous, on arrive, Repère en j'ai envie de dire en bout de parcours, de ces jeunes et on fait un travail d'accès aux droits, qui est massif. On est très aidés, par, des associations, de juristes, par des avocats, par un réseau qu'on commence à monter et on les en remercie tous les jours. Mais c'est vrai qu'un nombre de difficultés, phénoménales serait évité si les jeunes connaissaient leurs droits, s'ils y avaient un recours effectif, et si les institutions qui sont censées les accompagner, permettaient ce recours effectif à leurs droits. Je vais prendre quelques exemples, qui sont quotidiens. Les enfants en protection de l'enfance et dès le plus jeune âge, ne savent pas qu'ils ont droit à un avocat. Ils ne le savent pas pour avoir exercé, en MEX pendant 11 ans. C'est des choses dont on parle très, très peu, et quand on en parle, c'est très mal vu et c'est notamment très mal vu par l'aide sociale à l'enfance. Quand on accompagne la démarche d'un enfant, pour faire appel à un avocat, on est toujours un petit peu regardé de façon soupçonneuse. Les enfants ne savent pas qu'ils ont le droit d'écrire à leur juge. Ils ne le savent pas. Si ça n'est pas dit à un moment donné par un magistrat, ou par un avocat ou par un professionnel un peu, bienveillant et un peu engagé, les enfants ne savent pas ça. Hem, Toute la question des écrits professionnels aussi est assez édifiante. Heu, le nombre d'écrits de l'aide sociale à l'enfance qui arrivent, au tout dernier moment au tribunal et qui ne permettent pas ni aux enfants ni aux parents, d'avoir connaissance de ce qui est écrit sur eux, de pouvoir se préparer à des audiences. Les enfants sont souvent dans des situations très particulières, quand ils sont en audience et c'est souvent assez peu préparé. Et tout ça, on en parle vraiment dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que pour nous, toute la question de l'accès aux droits, elle commence pas avec l'arrivée à la majorité, avec les premières questions sur l'insertion qui peuvent arriver, je sais pas, autour de 15, 16, 17 ans. C'est des choses qui se construisent dès le début du parcours, dans chaque petite parcelle de droits, que l'enfant devrait avoir, devrait pouvoir, solliciter dans son recours effectif et auquel il n'a pas accès. Évidemment, toute la question des violences institutionnelles, heu, fait aussi partie de tout ce processus. Les enfants ne savent pas qu'ils peuvent réagir, à tous ces processus de violence qui la plupart ne connaissent pas l'existence du défenseur des droits. Hem, il y a une omerta complète sur le droit des enfants,
et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et si on parle, par exemple, de tout ce qui a été décidé et mis en place par la loi du 14 mars 2016, donc ça fait maintenant quasiment 5 ans, et qui n'est toujours pas généralisé, c'est vrai que nous, on se dit, c'est incroyable, c'est incompréhensible. L'entretien des 17 ans, je ne connais personnellement aucun département où il est systématisé pour tous les jeunes de 17 ans. Il y en a peut-être, mais en tout cas, je ne les connais pas. La question de la stabilité des parcours, qui pour le coup, en termes de conséquences sur l'insertion future, avec toute la question des liens, de la pérennité des liens, de l'isolement et de toutes les conséquences que l'isolement peut avoir ensuite dans le processus d'autonomisation et d'insertion, cette question de stabilité des parcours, elle est toujours complètement déniée. Peu de gens se rendent compte à quel point faire un foyer d'urgence, puis une famille d'accueil, puis un foyer, puis un établissement de semi-autonomie, puis un foyer jeune travailleur, puis, c'est quelque chose qui va fragiliser, précariser tous les liens qui vont pouvoir être acquis à un moment donné du parcours du jeune. Ça, c'est toujours pas encore pris en compte. La question des arrêts de prise en charge en cours d'année scolaire. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être un des sujets les plus fréquents à repère. Le nombre de départements qui arrêtent des prises en charge à 18 ans ou pendant un contrat jeune majeur en plein milieu d'une année en cours, alors que le jeune est scolarisé et qui savent très bien que ce n'est pas possible, que c'est interdit par la loi, c'est quotidien. C'est quotidien encore aujourd'hui. J'ai reçu un mémoire en défense de la ville de Paris, pour ne pas les citer, pour un refus de renouvellement d'aide provisoire jeune majeur en plein milieu d'année scolaire. Alors avec en plus, et ça c'est quelque chose dans l'insertion qui est extrêmement important, avec en plus la question du soin, et notamment du soin psychique, parce que de par le parcours en protection de l'enfance, de par tout ce qui a mené au placement, de par les multiples traumas qui peuvent être aussi soit causés, soit réactivés pendant le parcours de placement par les effets institutionnels. Beaucoup de jeunes arrivent en fin de parcours en protection de l'enfance avec des grandes difficultés psychiques qui vont peser sur leur parcours d'insertion. Et ça, si c'est pas pris en compte, si c'est pas traité, s'il n'y a pas un vrai souci de cette prise en charge-là et des droits des jeunes aussi, à ce que leur état psychique soit pris en compte dans toutes les décisions qui les concernent, c'est quelque chose qui produit des effets catastrophiques. Évidemment, si on parle de la question des contrats jeunes majeurs, ça encore, on rencontre aujourd'hui, en 2021, des jeunes qui ne sollicitent pas de contrat jeune majeur uniquement parce que leur éducateur leur a dit que ben non, c'est pas possible. C'est pas possible et ça sert à rien de demander, on va te le refuser. Bon, et ben du coup, le jeune ne demande pas parce que, après tout, il a confiance en son éducateur et puis il n'a pas forcément cette conscience de se dire, ben, en fait, j'ai le droit de demander, peu importe ce que sera la réponse du département. Et encore plus loin, même si le département refuse, je peux exercer un recours contre ce refus. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable pour beaucoup de jeunes en protection de l'enfance. Alors, on voit évidemment une petite différence par exemple, pour les mineurs isolés, qui, eux, malheureusement, ont tellement eu l'habitude dans leur parcours de faire l'objet de discrimination systémique et de difficultés d'accès à leurs droits qui sont souvent suivis depuis longtemps par des associations, par des juristes, par des avocats, mais je sais que ça sera abordé après, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet, que eux sont un peu plus accompagnés sur le plan juridique et du coup font un peu plus de recours quand ils ne sont pas fatigués de toutes ces démarches judiciaires, font un peu plus de recours et ont un peu plus accès à ces droits-là. Mais la question de l'aide provisoire jeune majeur et de tout ce qui se joue à ce moment-là, c'est quelque chose qui est vraiment dramatique en termes d'effets ensuite sur les parcours des jeunes, sur leur insertion. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'un jeune de 19 ans avec une grosse problématique de psychotrauma serait beaucoup mieux en CHRS jeune plutôt qu'en protection de l'enfance. Tant qu'on en sera à des choses comme ça sur les droits existants, on courra la catastrophe en termes d'insertion.
Et juste parce que, c'est quelque chose qu'on voit énormément à Repère, et qui pour moi est quand même assez incroyable, c'est aussi la question des titres de séjour, pour les mineurs isolés. Il y a un nombre de professionnels assez, hallucinant qui n'a pas de connaissances, sur ces questions-là et qui va renseigner, les jeunes de façon totalement erronée. Hem et alors ça donne des catastrophes, qui sont incroyables, et parfois la désinformation, elle est même quasiment organisée de façon, systémique. Par exemple, sur la question des jeunes qui sont en formation professionnelle, mais qui ne sont pas en contrat d'apprentissage, il y a quelque chose de vraiment problématique avec les titres de séjour étudiants et avec toutes les difficultés ensuite que les jeunes, peuvent avoir pour, convertir leur titre de séjour. Et ça, c'est vraiment des questions d'accès au droit, de connaissance de droit, de diffusion du droit et de volonté de, permettre à ces jeunes un accès à leurs droits. Donc c'est vrai que c'est un travail que nous, avec Repère, on effectue, au maximum parce qu'on sait que lever tous ces freins-là, tous ces freins, institutionnels, tous ces freins d'accès au droit, c'est ça qui va permettre ensuite de sécuriser un parcours d'insertion. C'est une fois que le jeune, va être, dans un logement, pérenne, décent, qui va pouvoir subvenir correctement à ses besoins, qui va avoir des vraies perspectives et une vraie possibilité d'entamer un parcours d'insertion parce qu'il aura un titre de séjour, parce qu'il aura, effectué les démarches qu'il avait à faire, parce qu'il sera en bonne santé, parce que, sa santé mentale sera prise en charge. À ce moment-là, oui, on pourra commencer un vrai parcours d'insertion, et on pourra penser, les étapes d'après. Mais on est vraiment, la question des droits pour nous et de l'accès aux droits, c'est vraiment le bas de la pyramide des besoins fondamentaux, des jeunes. Je vais faire une passe décisive à Liès, je pense.